Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle séance de formation. Nous arrivons au module C. Créez votre profil de chercheur ou de chercheuse. Juste après le module A qui était rechercher toutes les publications scientifiques autour d'une discipline spécifique. Le module B, nous avons appris un petit peu plus sur les revues scientifiques. L'information que nous avons sur chacune des revues qui peut vous aider ensuite à choisir une bonne revue ou publier. Et quand vous commencez à avoir quelques publications sous votre bras, dans votre CV, il est important de vous rendre visible à travers un profil. Et nous allons voir aujourd'hui les options que nous offrent Web of Science et Publons. Alors, je vous rappelle ici les outils que nous voyons au cours de ces 6 semaines, outils sous votre licence nationale ou bien des plateformes totalement gratuites. Aujourd'hui, nous allons en voir deux. Nous allons voir les profils des chercheurs dans Web of Science et nous allons voir ces mêmes profils également dans la plateforme qui s'appelle Publons. Les deux plateformes d'ailleurs interagissent l'une avec l'autre pour l'instant pour configurer et mettre à jour vos profils. Et voilà l'agenda que nous allons couvrir pendant cette heure et demie. En commençant par chercher les publications d'une personne. Quelles sont les options à ma portée? Avant de chercher les publications d'une personne, je dois connaître cette personne. Imaginons que je sois à la recherche d'un nouveau collaborateur, d'un expert dans un domaine déterminé. Donc nous allons faire une petite requête. Je reviens au Web of Science et je vais faire une requête différente de celle que j'avais fait dans le module A. Nous allons utiliser un opérateur de proximité que nous n'avions pas vu. Donc imaginons que je cherche une expertise au sujet du traitement de l'eau, puisque l'eau est une ressource très précieuse, il faut le recycler, le traiter pour rendre l'eau potable. Alors je vais marquer water et j'ai déjà ici ma requête préparée. Eau et traitement. Et j'ai ici un opérateur qui n'est ni l'opérateur OR ni l'opérateur AND, qui sont les deux plus connus, ces opérateurs booléens. J'ai ici un opérateur de proximité, near, qui va chercher ces deux mots dans un ordre ou dans un autre, proches l'un de l'autre. Et j'ai également une barre, un slash et un chiffre après. Donc là, si je ne marque rien, ce qui va se passer, c'est que l'algorithme va chercher ces deux mots avec une proximité jusqu'à 15 mots au milieu. Et pour moi, 15, c'est beaucoup trop. Donc je réduis toujours cet espace à 3, 4 ou 5. Et là, j'ai décidé de réduire à 3 mots maximum. Donc il peut y avoir 0, 1, 2, 3 maximum mots entre water et treatment, ou bien treatment et water, c'est pareil. Donc c'est un opérateur de proximité que j'utilise très souvent, qui est meilleur que le AND, puisque le AND va chercher n'importe où en fait. Et ça peut être 10 phrases plus loin et ça n'a rien à voir. Donc un opérateur que je trouve très très utile. Alors j'ai fait ma première requête uniquement avec ces deux mots et j'ai 112 000 résultats. C'est énorme et ça couvre beaucoup d'années, donc je vais regarder peut-être les plus récents. Et d'ailleurs, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais restreindre ces 112 000. Je cherche un expert ou une experte dans un pays déterminé. Aujourd'hui, nous allons prendre comme exemple le Maroc. J'ai la possibilité de filtrer ces 112 000 par les documents pour lesquels il y a au moins un auteur appartenant à une institution marocaine. C'est dans les filtres à gauche. Donc je descends à gauche, à gauche, à gauche, jusqu'en bas, et j'en ai encore quelques-uns qui sont pliés, donc je dois les dérouler. Countries, region. Je vais voir tous les pays. Ils sont organisés par nombre de documents avec des auteurs dans chacun de ces pays. Je vais les organiser différemment pour trouver le Maroc, par ordre alphabétique, comme ça je sais que je dois chercher la lettre M. Alors, je vais descendre ici,
je dois arriver à la lettre... Oups, j'étais un peu trop vite. Voilà, ici. Maroc. 388 documents. Refine. Je filtre. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai un filtre supplémentaire. 388 documents pour lesquels il y a au moins une personne affiliée à une institution marocaine. Et maintenant, je vais analyser ces résultats. C'est quelque chose qu'on a appris à faire dans le module A. Plutôt que de les regarder l'un après l'autre, j'ai profité pour regrouper ces 388 documents par auteur. Et là, j'ai des petits paquets qui sont organisés par auteur qui me disent il y a 15 documents avec un auteur qui s'appelle Mandy L, 14 documents avec un autre auteur qui s'appelle Wazani N, etc. Et je peux en avoir jusqu'à 25 ici dans cette visualisation et j'ai la liste complète ici en bas. Donc c'est intéressant d'avoir cette visualisation. Néanmoins, je dois faire très attention à ces chiffres parce qu'une même personne peut apparaître avec différentes variantes de son nom. C'est le problème auquel on se confronte très fréquemment. Donc il faut faire très attention à l'interprétation de ces résultats. Donc là j'en profite, j'avance un petit peu pour expliquer le problème des auteurs, qui est un problème international. Nous pouvons nous retrouver dans plusieurs cas de figure. Si nous avons un nom très courant, par exemple le mien, Anne Delgado est un nom très courant, si je cherche le nom de cette personne ou quand j'analyse, sous un même nom, je vais pouvoir trouver différentes personnes. Donc comment distinguer l'un de l'autre? Ce n'est pas facile. Un autre cas, c'est que la même personne peut publier, et c'est mon cas, entre autres, quand j'étais chercheuse, j'ai publié avec différentes variantes de mon nom et de mon nom de famille. Et il est impossible pour moi, avec une seule recherche, de trouver mon travail. Je dois faire différentes recherches avec des variantes de mon nom. D'où cette analyse et ces recherches qu'il faut prendre avec des pincettes quand on trouve des chiffres. Est-ce que j'ai bien toute la production scientifique d'une personne? Ok, donc attention à l'interprétation et ensuite je vous expliquerai quelle est la solution. Donc ça s'appelle l'ambiguïté des noms des auteurs. C'est pour ça que là, quand je reviens à mon résultat, je sais qu'il y a une personne, Mandy L, ou plusieurs qui ont publié 15 documents en relation avec le traitement de l'eau. Sachant que j'ai fait une requête précise, traitement de l'eau, et qu'en plus j'ai affiné par Maroc, je suppose que c'est la même personne. Il ne devrait pas y avoir plusieurs Mandy L en faisant le même travail. J'ai la possibilité, voyez, en fonction de où je mets ma souris, de voir ces 15 documents. Je vais les ouvrir, et comme ça je gagne du temps. View Records. Voilà, maintenant il l'a pris. 15 documents, traitement de l'eau au Maroc, auteur Mandy L. Je vais les organiser par celui qui a reçu le plus grand nombre de citations. Et je vais ouvrir ce document. Et vous voyez, apparaissent en jaune tout ce que j'ai cherché. Les mots. Le pays, tiens, le pays n'apparaît pas en jaune ici, c'est bizarre. Ouais. Et le nom de l'auteur, Mandy L. Donc maintenant on sait, c'est Laila Mandy. Et nous avons ici caché de l'information supplémentaire. Et là, nous voyons les identifiants de cette personne. Donc la solution pour qu'on puisse trouver votre production scientifique, vos publications, plus facilement que en cherchant avec un nom, c'est d'avoir un identifiant, un code ici, et cette personne a ce code et elle a dans son profil confirmé qu'elle est l'auteur de ce document. C'est pour ça que je vois cette information. Et les deux autres auteurs n'ont rien fait. Ils sont là, leur nom est ici, mais ils n'ont pas dans leur profil Researcher ID ou ORCID
ils n'ont pas déclaré, confirmé qu'ils sont un des auteurs de ce document et c'est pour ça que leur identifiant n'apparaît pas. Donc l'identifiant n'apparaît que quand la propre personne a dans son profil indiqué je suis l'auteur de ce document. Si cette personne indique dans son profil je suis l'auteur, alors nous verrons ici c'est l'identifiant et ce sera beaucoup plus facile de trouver toute sa production scientifique qu'en cherchant son nom. Et nous allons voir quelques exemples. D'ailleurs, ici ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le profil de cette personne dans Publons. Vous voyez, j'ai le profil de Laila Mandy et c'est ici qu'elle a son identifiant et qu'elle a déclaré toutes ses publications. Il est indispensable de faire cette étape-là pour pouvoir voir cela apparaître dans Web of Science. Et l'autre facette de ce profil, si je clique sur son nom, je vais également l'ouvrir dans une autre page, je vais voir également son profil dans Web of Science. Je vais faire un rafraîchissement de la page et c'est quasiment la même chose, voilà, sur Web of Science et nous avons plus d'informations ici, nous allons apprendre un peu plus loin à lire ce profil. C'est beaucoup plus qu'une liste de publications, c'est vraiment un profil avec des indicateurs. Et ici aussi. Donc avant d'aller voir ces profils, nous continuons avec notre problématique des auteurs. Alors, si je veux chercher les publications d'un auteur, quelles sont les options qui s'offrent à moi? Je reviens à ma page initiale. Et je nettoie tout. Donc maintenant, j'ai identifié une personne grâce à cette analyse que je viens de faire. Maintenant, je veux en savoir plus sur cette personne. Je veux vraiment trouver son profil, savoir toutes les publications qu'elle a fait. Comment est-ce que je peux faire? Il y a 3 manières de faire. Je commence par la première, qui est chercher par nom d'auteur. Voilà. Quand on cherche par nom d'auteur, d'ailleurs, vous avez les instructions ici, il faut mettre d'abord le nom de famille et ensuite la majuscule du prénom plus un astérisque. Pourquoi? Parce que pour des années antérieures, avant l'an 2000, je crois que c'était 98, quelque chose comme ça, nous n'écrivions pas dans Web of Science le prénom complet, uniquement l'initiale. Et c'est pour ça que on vous demande de chercher avec l'astérisque, qui est cette troncature tout-terrain en fait, qui permet de chercher tous les prénoms qui commencent par L. Donc, Mandy L, je cherche. Le problème quand on cherche comme ça, c'est qu'on peut trouver plusieurs prénoms qui commencent par L. Par exemple, là j'ai fait un petit test et j'ai été voir le document le plus ancien qui date de 1951 et en plus écrit en allemand. Donc c'est évident que ce n'est pas cette personne, c'est une autre personne qui s'appelle El Mandy, je n'en sais pas plus. Donc ce n'est pas Laila, c'est sûr. Et si je regarde le suivant, en plus c'est l'ophtalmologie. Et là, c'est dans une revue de Scandinavie et ça a à voir à nouveau avec peut-être l'ophtalmologie, je suis pas sûre. Donc ce n'est pas la personne que nous recherchons. Donc elle, oui elle, mais ce n'est pas Laila Mandy au Maroc qui est spécialisée dans le traitement de l'eau. Donc ce n'est pas la meilleure requête que je puisse faire. Si par contre je change cette requête, alors je vais cliquer et je marque Laila. Voilà. Oups, il me manque le L, voilà. Dans ce cas-là, il est fort probable que les 58 documents soient de la même personne, mais je pense que je suis en train de louper certains documents qui n'apparaissent pas avec cette requête. Donc, difficulté ici pour obtenir, en cherchant avec un nom, une liste propre avec toutes les publications d'une personne. Là, je sais que cette personne, elle en a plus de 58
Et pourtant, en cherchant son nom, je ne trouve pas ces 58. Certainement, à certains endroits, elle apparaît avec des variantes de son nom que je ne connais pas. Soit avec un L, soit avec des variantes, nom de famille qui peut changer un petit peu, écrit d'une autre manière, ou prénom, composé. Ce sont les difficultés auxquelles nous nous trouvons confrontés. Donc, comment résoudre tout ceci? Puisqu'avec le nom, c'est très compliqué, qu'on peut avoir plusieurs personnes sous un même nom, ou bien que je peux publier moi-même sous différentes variantes de noms, la solution, c'est créer un profil avec un identifiant. Et à partir de là, quand je trouve l'identifiant de cette personne, je n'ai qu'à le copier, CTRL-C, et faire une requête par identifiant. Donc je reviens au début, et maintenant, je vais faire une requête par Author Identifier. Et vous voyez que je peux utiliser deux types d'identifiants dans cette requête, les Web of Science Researcher ID ou bien les ORCID ID. Je ne sais pas si vous avez des ORCID, mais vous pouvez copier l'un ou l'autre, ça marche. Nous collaborons avec la plateforme ORCID, donc vous pouvez chercher l'un ou l'autre. Je vais le copier et je vais faire Search. Oups, non, Topic. Il faut que je revienne à Author Identifier. Voilà, maintenant, c'est bon. 81 documents. Ça me semble beaucoup plus juste, ces 81 documents. Dans le profil ici, j'en vois 104, mais je sais que certaines publications ne font pas partie de revues dans Web of Science. Donc ça me semble tout à fait raisonnable. Donc j'ai l'impression que c'est le chiffre juste et nous allons le confirmer plus tard. 81 publications qui font partie de revues dans la collection principale. Et le reste, ce sont des revues qui ne sont pas dans Web of Science. Donc voilà une manière bien propre de faire une requête et de trouver les publications d'un auteur pourvu que cette personne ait fait cette déclaration dans son profil et mise à jour son profil avec les documents dont elle est l'auteur. Sinon, je ne verrai pas en fait. Je ne verrai pas son identifiant ici. À nouveau, ici, on se retrouve dans le même cas de figure où Laila Mandi a identifié, s'est identifié ici, mais les autres auteurs n'ont pas pris, n'ont fait aucune action et donc ils n'apparaissent pas et je ne pourrai pas les chercher à travers leur identifiant ou si je les cherche, je ne verrai pas ce document. Maintenant que nous avons fait cette recherche bien propre, c'est la deuxième, il y en a encore une troisième qu'on verra plus tard, on va voir les options qui s'offrent à nous par rapport à l'analyse. C'est quelque chose qu'on a appris à faire dans le module A quand on faisait une requête par rapport à une discipline, une aire de recherche. Aujourd'hui, nous allons revoir ces deux boutons, Analyse et Citation Report, pour une personne. Donc, je vais cliquer dans Analyser ces 81 documents et nous allons faire différentes actions. Par exemple, si je vais à Affiliations, je vais voir l'affiliation de la propre personne, Kadi Ayad University en Marrakech, et je vais voir d'autres institutions. Est-ce que c'est une erreur? Non, ce n'est pas une erreur. Je vais même en mettre jusqu'à 25. Ah, attendez, j'ai une petite urgence, je reviens tout de suite. Enregistrement. Alors, je disais que je vois d'autres affiliations. Ces affiliations sont celles des co-auteurs de cette personne. En effet, quand j'analyse, je vois les affiliations de toutes les personnes, tous les auteurs de ces 81 publications. Ce qui me permet donc de voir les collaborations de cette personne avec des chercheurs d'autres institutions. Donc c'est une analyse très intéressante. Voyons maintenant d'autres manières d'analyser par année de publication, par exemple.
Alors quand vous faites ceci, faites attention parce que les années de publication en général sont organisées par, vous voyez, result count, c'est-à-dire que l'année où elle a le plus publié, c'est 2021, mais j'ai la possibilité de les organiser par ordre chronologique. C'est-à-dire 1993, l'année la plus vieille, et 2022, donc là on débute l'année. Et comme ça a plus de sens de voir l'augmentation des publications dans les dernières années. D'autres choses qu'on peut faire, donc on a vu les affiliations, on pourrait également voir les co-auteurs les plus fréquents. Donc si j'organise par auteur, alors je ne vais pas mettre par ordre alphabétique, je vais mettre par result count, voilà. Donc 80 Mandy L, et maintenant je vois les co-auteurs les plus fréquents de Layla, qui peuvent être de la même institution ou d'une institution différente. Donc vous avez plein d'autres options ici pour analyser et en savoir plus sur cette personne. Alors je suis revenue à ma liste de documents. Maintenant on va revoir à nouveau ce bouton qu'on avait vu pendant le module A, Citation Report. Qu'est-ce que cette fonctionnalité me permet de faire? Elle me permet de analyser toutes les citations à ces 81 documents plutôt que de les voir l'une après l'autre. Donc je vais avoir un rapport et on voit à nouveau le résumé de ce rapport ici, un graphe interactif avec les barres qui sont les documents publiés et la ligne, les citations, et en bas, chacune de ces publications avec les citations accumulées tout au long des années, le total et la moyenne. Et si je veux un rapport différent, par exemple, je veux exclure une publication de ce rapport, je peux cliquer sur « Moins » à titre d'exemple. Voilà, pour une raison ou pour une autre, je veux exclure cette citation, ce document, cette publication de ce rapport. Et donc, vous voyez ici, je n'en ai plus 81, j'en ai maintenant 80. Elle est ici exclue. Et si je veux à nouveau la rajouter, je clique sur la croix et je la rajoute. Et en haut, j'ai le résumé de tous ces chiffres avec 81 publications, total de citations 1220 citations au total, et ces 1220 citations proviennent de 1049 documents. C'est normal qu'il y ait une différence puisqu'on peut avoir plus d'une citation par document, ok? C'est pour ça qu'on a cette petite différence, plus d'une citation par document. D'ailleurs, là, on voit sans auto-citation, c'est-à-dire le propre auteur parfois cite ce qu'elle a fait antérieurement, ce qui est tout à fait normal. Il y a une continuité dans le travail. Donc là, je vois les 1008 documents qui ne se chevauchent pas avec les 80 dont elle est l'auteur, et je peux par exemple les analyser. Je peux les voir et je vais carrément les analyser, ce qui me permettrait, imaginons que je suis cette personne. Moi, ça m'intéresse de savoir d'où proviennent les citations qui mentionnent mon travail. Quelles sont les affiliations? Et là, elles peuvent provenir de certains de mes collaborateurs, dans mon pays ou à l'étranger, mais également d'autres institutions dans le monde. Et d'ailleurs, on pourrait voir par pays d'où proviennent ces citations. On va voir countries. Énormément de citations qui proviennent de Chine et d'Inde avant le Maroc. Et ensuite, on a USA, États-Unis et Italie. Voyons voir les langues aussi dans lesquelles publient ces auteurs. Que de l'anglais, ou non, majoritairement de l'anglais, puisque là, il y a 984. Et dans quelle revue est-ce que ces personnes publient? Alors ça, c'est intéressant pour la propre personne aussi, parce que cette personne verra où est-ce que publient les gens qui la citent, et ça peut être les mêmes ou bien des revues différentes des celles où elle publie elle-même.
Donc ce qui me permet d'avoir des idées par rapport à peut-être que je pourrais essayer de publier dans cette revue. Et comme ça, voir un petit peu le résultat. Donc voilà ce que la propre personne peut faire, mais n'importe quelle personne peut faire, puisqu'il vous suffit de chercher les publications d'une personne. Alors, revenons à notre liste. Je vous remontre rapidement les options d'exportation si vous voulez exporter cette liste ici. Donc, c'est les mêmes que pour n'importe quelle autre liste. Option pour créer des listes de registres aussi. Vous avez l'option de garder vos propres listes. Donc, ce sont des choses qui ont été expliquées dans le module A. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose de différent. C'est comment vous pouvez demander une correction. Parfois, il arrive qu'il y ait des petites coquilles qui s'insèrent dans Web of Science. Ça n'arrive pas souvent. En général, quand on m'en parle, ça a rapport avec le nom de la personne. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le nom de la personne et l'affiliation, ce sont les erreurs les plus fréquentes, parce que le reste, en général, c'est du copier-coller pour le titre et pour le résumé. Donc, quand cela arrive, je vais revenir aux publications de cette personne. Nous en avions 81. Voilà, je reviens aux publications de cet auteur. Voyons voir par exemple la plus citée. Je vais l'ouvrir. Donc imaginons qu'il y a une erreur quelque part. Ah tiens, cette fois-ci nous voyons quasiment tous les auteurs ont leur identifiant. Excellent. Et c'est un document très cité, c'est peut-être pour ça aussi. Ce serait dommage de le perdre. Alors, si vous voyez une erreur ici, vous avez la possibilité, si cette erreur n'est pas dans le texte intégral, cette erreur s'est malheureusement apparue dans Web of Science uniquement, nous pouvons effectuer une correction. Vous avez accès à un petit formulaire en bas à droite. Suggest a correction. OK? Suggérer une correction. N'importe qui peut le faire. Quand vous cliquez sur ce bouton, l'avantage de le faire depuis le propre document, c'est que quand je clique sur ce lien, le formulaire va se remplir automatiquement. Alors je dois recliquer. Voilà. Donc j'ai été identifiée puisque je travaille avec mon compte aujourd'hui. Donc j'ai été identifiée comme utilisatrice. Et ensuite, et même mon compte. Et ensuite, j'ai déjà toutes les données relatives à cette publication. Je n'ai pas à remplir le formulaire. J'ai uniquement à indiquer quel changement quelle correction est-ce qu'il faut effectuer. Et vous avez ici énormément de possibilités. Imaginons par exemple author name. Le nom n'est pas bien écrit. Donc j'ai choisi ici author name et en bas j'ai la possibilité d'écrire quel est le nom correct, de m'identifier à nouveau, etc. Et ensuite j'envoie ma demande qui sera traitée en général dans la semaine. Les corrections sont assez rapides. Prenez en compte ici ce qui est appelé UT. C'est un identifiant, Unique Tag. Cet identifiant est très important quand vous demandez une correction. Il apparaît également, alors je vous montre, alors il est un petit peu caché juste en dessous de Funding et avant les journaux, vous avez ici See More Data Fields. Et si j'ouvre, c'est là que je vais voir l'Accession Number qui est l'identifiant unique de ce document dans Web of Science. Donc quelque chose d'important à connaître, surtout si vous voulez demander des corrections pour plusieurs documents à la fois. C'est possible, vous pouvez le faire un par un. Moi j'aime bien cette méthode un par un parce que je n'ai pas à remplir le formulaire, mais imaginons que j'en trouve beaucoup avec une petite coquille. Dans ce cas-là, comment est-ce que je peux faire? En pied de page, alors il faut que je descende encore plus, j'ai toujours un lien à Data Correction. Si je clique sur ce lien, j'arrive au même formulaire, mais cette fois-ci, le formulaire est vide.
Le formulaire est vide et je dois le remplir. Donc ça va me prendre un petit peu plus de temps. Et quand j'ai plusieurs changements, ce que je vous conseille, c'est, alors, en fonction de la correction que vous voulez faire, par exemple, dans ce cas-là, je vais choisir Missing Article. Donc dans ce cas-là, ouais, j'ai trouvé quelque chose qui devrait être et qui n'y est pas. Vous avez ici un lien vers un formulaire Excel qu'il faut remplir. Donc là, je le télécharge, formulaire Excel. Et c'est ce formulaire Excel qu'il va falloir remplir et envoyer. Donc je l'ouvre. Il y a plusieurs onglets dans ce formulaire Excel en fonction de la correction que vous demandez. Citation Template, Data Change, Missing Content, Document Type ou Organization Enhanced. Donc ça c'est un petit peu plus compliqué. Donc vous choisissez l'onglet dont vous avez besoin et vous remplissez et vous verrez qu'il va vous demander quasiment tout le temps the accession number, cet identifiant unique pour le document. Là aussi, Data Change, il va à nouveau vous demander accession number. Ok? Donc c'est pour ça que je vous montre où se trouve cet accession number. Je reviens ici. Il se trouve, alors je remonte. Voilà. Il est juste en dessous de l'information au sujet du financement et avant l'information sur les journaux. Il est caché ici. Accession number, copier, coller. N'importe quelle personne peut demander une correction, pas forcément les auteurs. Grâce à ce formulaire, il faut toujours vous identifier néanmoins. Et donc c'est pris en compte assez rapidement et vous recevez une réponse et dans les quelques jours, vous verrez cette correction apparaître dans Web of Science. Donc voilà, nous avons bien avancé. Alors je pense que nous avons fait les requêtes d'auteur, nous avons fait l'analyse d'un auteur, analyse et un rapport de citation, et nous avons fait également les corrections. Nous arrivons donc à la troisième partie de cette formation. Alors jusqu'à présent, nous avons vu comment chercher les publications d'un auteur avec son nom, avec son identifiant. Et nous avons vu, une fois que j'ai cette liste de documents, comment je peux l'analyser d'une manière ou d'une autre, les citations ou les documents. Maintenant, nous allons voir quelque chose de complètement différent qui va au-delà d'une liste de documents qui est un profil de chercheur. Et nous allons voir ça également dans Web of Science. Alors, je reviens à la page où j'étais. Je vais faire une requête complètement différente. J'en profite pour fermer tout ça. Voilà. Alors, jusqu'à présent, je vais nettoyer ça aussi, j'ai toujours fait des recherches de documents. Maintenant, je vais aller dans le deuxième onglet que jusqu'à présent je n'avais pas utilisé pour chercher pas des documents, des chercheurs, des profils de chercheurs. Donc c'est une recherche totalement différente. Je vais chercher par nom et je vais à nouveau utiliser cet exemple de Mandy. Donc j'écris, j'ai une liste, un menu déroulant qui apparaît, je dois confirmer. Je commence à écrire elle, nous voyons que nous avons différentes options avec ce nom de famille. Celle qui m'intéresse, c'est Laila. Si je connais d'autres variantes de son nom, je peux également rajouter une deuxième ligne et chercher. Dans ce cas-là, j'ai l'impression, je ne connais que cette variante-là, donc j'en profite et je recherche. Si vous avez des noms composés, ce qui est mon cas d'ailleurs, vous pouvez écrire ici soit avec un tiret, soit avec un espace. Tiret-espace, c'est la même chose pour Web of Science. Donc je ne veux pas que vous vous inquiétiez par rapport à ça. Web of Science compte les tirets et les espaces de la même manière que ce soit pour le nom de famille ou pour le prénom.
Alors, j'atterris sur un écran intermédiaire parce que j'ai deux possibilités, deux profils. Vous voyez, ce ne sont pas des nombres de documents, ce sont des profils. D'ailleurs, si j'en avais beaucoup plus, parfois ça arrive, pour des noms très très fréquents, j'ai la possibilité de filtrer ici sur la gauche. Alors, quelles sont les différences entre ces deux profils? La plus grande différence, la plus importante, c'est ce petit indicateur vert. Le petit indicateur vert me dit que ce profil a été vérifié par la propre personne. Je peux donc faire confiance à ce que je vais trouver, lire dans ce profil. Et il y a 78 documents. Dans le deuxième, ce deuxième profil n'a pas été vérifié par la propre personne. C'est un profil qu'a créé Web of Science, un algorithme. L'intelligence artificielle a créé ce profil en analysant tous les documents et me dit j'ai analysé tous les documents de Web of Science, 40 critères différents, le nom, l'affiliation, le pays, les revues où cette personne publie ou la discipline. Et j'ai l'impression que ces 6 documents que je te propose dans ce deuxième profil sont de la même personne. Voilà ce que fait Web of Science, créer des profils, mais nous demandons toujours à la propre personne de vérifier. Et j'ai l'impression que c'est la même personne parce que je vois à nouveau ici, je vois son identifiant, ce qui veut dire que c'est dans son profil ici Publons que nous avons vu. Elle l'a déclaré dans son profil, mais elle a oublié de le faire dans Web of Science. Et c'est pour ça que ces 6 documents sont à part et ne font pas partie de son profil où il y a des documents de 1976 à 2022. Et ici, entre 2019 et 2022, elle en a oublié 6. Je crois que c'est ça, puisque je ne suis pas la personne. Donc il faudrait aller voir ce qu'il y a là-dessous. Pour l'instant, ce que nous allons faire, nous allons commencer par regarder ce profil qu'elle a vérifié et nous allons apprendre à le lire. Et ensuite, nous verrons comment vous pouvez créer le vôtre et l'actualiser pour avoir un profil de qualité. Alors, j'ai ouvert le profil de Laila Mandy à nouveau. Et nous voyons qu'elle a fait plusieurs choses. Elle a décidé de rajouter une photo, ce qui est une bonne initiative, et son affiliation courante. Ça, ce sont ses choix, comment elle veut être appelée, et l'affiliation à l'heure actuelle. Et cette information provient de Publons. Nous avons ici à nouveau le lien vers son profil Publons. Ce que nous voyons ici, ce sont les noms qui apparaissent, les différentes variantes de son nom dans ces 80 publications. Vous voyez qu'elle apparaît comme Laila Mandy ou L.Mandy ou L Mandy. Donc 3 variantes de noms. Et donc dans ce cas-là, il aurait fallu que je cherche ces 3 variantes pour trouver toutes ces publications. Les organisations, ce n'est pas un CV qu'on voit ici. D'ailleurs, on en a plus, on en a un maximum de 10. À nouveau ici, ce que nous analysons, ce sont les affiliations de cette personne dans ces 80 publications qui apparaissent dans son profil. Donc en fonction de à quelle institution elle était affiliée quand elle publiait, nous avons ici ces dates et ces institutions qui apparaissent et nous voyons ici son deuxième identifiant dans la plateforme ORCID. Et donc je peux chercher par l'un ou par l'autre. Donc ça c'est pour le résumé. Ensuite, sur cette page, j'obtiens toutes les publications pour lesquelles elle a déclaré qu'elle était l'auteur. Elles sont ici, j'ai des liens, je peux ouvrir l'une l'autre et je vois également le nombre de citations. Dans ce tableau, je vois uniquement les citations qui font partie de Web of Science Core Collection. Ici, Core Collection 80. Pour l'instant. Mais nous voyons ici que nous en avons 24 de plus qui ne font pas partie de la Core Collection. Et je peux les ajouter à la liste en cliquant ici. Voilà. Elles vont apparaître de manière différente. Vous voyez ici, il n'y a pas de lien, puisque ce n'est pas un document dans Web of Science, alors que celui-ci, il y a un lien. Je peux l'ouvrir, ce document. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de lien et nous ne faisons pas un suivi des citations non plus, puisque ce n'est pas chez nous, nous ne pouvons pas faire ce suivi. Et il y en a plusieurs qui vont apparaître différemment.
Donc à vous de choisir comment vous voulez voir cette liste, avec tout ou avec uniquement ceux qui font partie de la collection principale, puisque ce sont ceux, ces 80, que nous allons utiliser pour calculer tous les indicateurs. Nous n'utiliserons pas les autres pour les indicateurs. C'est une information qui ne nous appartient pas et pour laquelle nous ne pouvons faire aucun calcul. Donc, à côté des publications, nous avons un autre onglet. Peer Reviews, les révisions par des pairs. Donc, nous voyons que cette personne est très active. En plus de publier, elle revoit les manuscrits de ses confrères avant leur publication. Et nous voyons ici combien de revues elle a effectuées et pour quelle revue. Nous avons ici 7 révisions effectuées pour la revue International Journal of Phytoremediation. OK ? Et 2 pour le prochain journal. Et elle a également fait quelques travaux comme éditeur. Donc une personne active dans son aire de recherche, publication et également révision de manuscrits. Maintenant, regardons ce qui se trouve sur la droite. Nous avons ici un panneau avec des indicateurs que nous allons apprendre à lire. Alors, nous allons commencer par le bas. C'est plus simple. Alors, on commence par ici. Author Network, le réseau des auteurs. Vous avez toujours l'explication ici derrière le petit i d'information. Voilà. Alors, ça nous montre les 5 co-auteurs les plus fréquents de cette personne. Avec qui travaille-t-elle et publie-t-elle le plus fréquemment? Nous avons les 5 premiers avec des chiffres et nous avons des liens. Donc, apparemment, elle a 60 publications en commun avec N Ouazani. Donc, je vais cliquer et voyons voir ce que je trouve. Alors, j'atterris malheureusement sur un profil qui n'a pas été réclamé, qui est un fruit d'algorithme. N Ouazami, Naila Ouazami. Ah, et là j'ai Noureddine, j'ai l'impression qu'il y a un mélange ici. Nous avons un profil avec 104 publications et qui n'ont été réclamées par aucun des deux N d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a un mélange de 2 personnes puisque je vois Naila et je vois Noureddine. Donc il est possible qu'il y ait au moins une publication d'une autre personne ou peut-être c'est un mélange de 2. Donc vous voyez, je ne peux pas trop me fier à ce profil créé par l'algorithme, puisque l'algorithme n'est pas parfait, l'intelligence artificielle n'est pas parfaite. J'ai toujours besoin qu'une personne me permette de faire la différence entre le vrai et le faux et me dise voilà, moi je suis Naila et voilà mes publications. Ou moi je suis Noureddine et voilà mes publications. C'est une aide, ça peut permettre de gagner du temps, mais toujours est-il que si ce n'est pas vérifié par la propre personne, je dois prendre ces résultats-là avec une pincette. Deuxième petit rectangle, analyse rapide de la position de l'auteur. Premier, dernier, auteur de correspondance. Donc c'est intéressant de voir cette information. Néanmoins, pour l'interpréter, je dois faire toujours très attention et savoir dans cette discipline quelles sont les pratiques qui ont lieu. Est-ce que dans cette discipline, le nom du premier auteur est le plus important ou le dernier nom? Ou est-ce que je ne peux rien en déduire parce que ce sont les mathématiques? Et d'après ce qu'on m'a dit, par exemple dans les mathématiques, c'est par ordre alphabétique. Donc je ne peux tirer absolument aucune conclusion. Donc j'ai ici une analyse, mais je dois faire très attention à l'interprétation. Ce que j'aime bien ici, c'est que je vois 33% d'auteurs correspondants. Et ça, je pense que les pratiques sont les mêmes à peu près partout. C'est la personne qui a écrit, qui a fait toutes les démarches, auteur principal. Donc, et je peux également, 33% de 80, on devrait être aux alentours de 25, quelque chose comme ça. Je peux filtrer ici et voir les publications pour lesquelles elle est auteur correspondant, 26 documents, voilà, sur les 80.
Donc j'ai également la possibilité de filtrer et sinon je reviens, là je vais revenir à toutes les publications. Ensuite je remonte. Qu'est-ce que nous voyons ici? Derrière ce petit point, nous avons différentes choses. Dashboard, un tableau de bord en fait. Si j'ouvre ce tableau de bord, dashboard, qu'est-ce que je revois ici? Quelque chose qu'on a vu. Le rapport de citation. J'en vois un petit résumé ici en fait. Et le rapport de citation avec les 80 publications que j'ai ici dans ce profil. Voilà, ce n'est pas le rapport de citation que j'ai fait précédemment avec l'identifiant. Je pense qu'il y avait 81 dans ce cas-là, et là il n'y en a que 80. Donc le rapport de citation, on le voit à nouveau ici. Et nous avons en dessous un peu plus d'informations concernant la révision par des pairs. Nous voyons la fréquence avec laquelle ça a été effectué, le temps qu'elle a pris en général. Nous avons ici quelque chose qui revient et qui est très apprécié des personnes. C'est une carte géographique où on voit d'où proviennent les citations. Alors je vais cliquer, pour l'instant elle est floue. Si je clique, elle va se charger, ça prend quelques secondes, ça peut être long s'il y a beaucoup de citations, donc il faut attendre, il faut être patient. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois des petits ronds et je vois des petits points rouges et je vais faire un zoom. Au fur et à mesure que je fais un zoom, les petits points bleus se transforment en points rouges, ils se divisent. Voyons voir par exemple les citations qui proviennent de la France et de l'Europe en général. Donc plus je fais de zoom et moins j'ai de points bleus parce qu'en fait, là, il y en a 7, il y en a 3, je pense, à Barcelone. Il y en a 4 maintenant à Villeurbanne et il y en a un, voilà. Donc ça, c'est la différence. Plus je zoome, là, il y en a 4. Si je continue à zoomer, ils vont m'apparaître comme des petits points. Et là, c'est Marseille, Montpellier, Castres, Toulouse. Là, je suppose que c'est Paris. Je pourrais continuer à faire le zoom. Et quand je clique dans ces petits points rouge, Grenoble, je vais voir ici 2 documents avec des citations qui proviennent de personnes affiliées à ces institutions. L'Université de Grenoble-Alpes ou l'Institut Laoué Langevin. Donc ce qu'il faut prendre en compte, donc je peux en bouger. Maintenant, voyons voir par exemple ici derrière le petit 3. Moi, je dirais que Girona, Vic et Barcelone. Voilà, à Barcelone, nous avons 4 documents avec des auteurs dans ces institutions. Et ce sont des liens aussi ici. Ah non, nous en avons plus ici. Beaucoup plus que 4. Il y en a 3 ici pour l'Université Polytechnique de Catalogne, une pour l'Université de Barcelone, etc. Le même document, attention, parce que si on compte les petits points, ok, le même document peut apparaître à différents endroits, puisqu'il aura des auteurs, en général, pour les collaborations, situés à différents endroits du globe. Donc il ne faut pas compter les petits points. Les citations, il y en avait 1000, je crois, et quelques. Donc, et pour ces documents citants, on va regarder tous les auteurs, où ces auteurs se trouvent, et on va obtenir tous ces petits points ici dans cette carte géographique qui est très facile à lire. Voilà, donc je referme. Et vous voyez, voilà, je vais revenir, que ça vient d'un petit peu partout dans le monde. On peut ensuite zoomer dans d'autres parties du monde pour voir les citations, d'où elles viennent et les auteurs si ça m'intéresse. Ok. Et maintenant, nous allons voir ceci. Author Impact Beamplot. C'est quelque chose de très important qui fait une analyse des citations, mais dans un certain contexte. Alors, on va parler du contexte pour analyser les citations de chaque publication et pour cela, je vais avancer un petit peu dans ma présentation et je vais profiter de ceci. Voilà. Alors, le contexte est très important quand on fait de la bibliométrie.
Pourquoi? Si nous regardons deux publications différentes, deux papers, deux articles différents, pour les comparer, nous devons nous assurer que notre comparaison a du sens. Et pour cela, par exemple, nous allons regarder le total de citations de deux articles différents. Si ces deux articles ont été publiés à des années très différentes, est-ce que c'est juste de faire une comparaison, par exemple, un article publié l'année dernière et un article publié il y a 10 ans? Très probablement, l'article publié il y a 10 ans aura plus de citations que celui qui a été publié il y a 1 an. Ok, c'est normal, il aura eu plus de temps pour les accumuler. Donc, est-ce que je peux dire que l'article le plus vieux a plus de succès parce qu'il a plus de citations? Je ne peux pas vraiment dire grand-chose, puisque ce sont 2 années de publication différentes. Autre exemple, des types de documents différents. Nous observons que les articles de synthèse, review en anglais, attirent en général plus de lecteurs qu'un article scientifique avec une nouveauté. C'est normal, c'est un résumé, un article de synthèse. Nous en lisons, ça nous aide à avoir une vision globale à un moment donné sur une aire de recherche. Comme il y a plus de lecteurs, il y a plus de citations qu'un article spécifique avec de la recherche et une nouveauté. Donc, je ne vais pas non plus pouvoir comparer la qualité ou l'influence d'un document, de deux documents de types différents. Un autre exemple, ce que nous voyons également, c'est qu'en fonction de la discipline, les comportements citationnels sont très différents. Deux exemples à l'opposé, et c'est des exemples de sciences en plus. Physique, astronomie, chimie, biologie sont des disciplines qui évoluent très rapidement, qui ont énormément de lecteurs et énormément de citations en général. À l'opposé, les mathématiques, qui ne sont pas moins importantes, attirent moins de lecteurs. C'est une discipline qui évolue plus lentement et donc moins de citations. Donc je ne vais pas pouvoir comparer les citations de deux documents de disciplines différentes. C'est pour ça que je dois toujours prendre en compte le contexte avant de faire quelconque analyse. Quand je verrai un chiffre, par exemple aujourd'hui le chiffre citation, 20 citations, est-ce que ce chiffre est élevé ou est-ce que ce chiffre est bas? Tout dépend de l'échelle, tout dépend du contexte. Si mon échelle est de 1000, si j'ai d'autres documents avec 1000 citations, je dirais celui-là il n'en a pas beaucoup des citations. Par contre, si je vois que l'échelle est de 25, je dirais ce chiffre est bon. Donc c'est pour ça que je vous dis que le contexte est très important quand on fait de la bibliométrie. Il faut comparer des pommes avec des pommes et des poires avec des poires, c'est-à-dire des documents similaires. Documents de la même discipline, documents publiés la même année et même type de documents. C'est ce qu'on appelle le contexte. En dehors de ce contexte, l'analyse que je vais faire sera biaisée. Et c'est ce que nous faisons grâce à cette visualisation. Alors, je vous explique comment fonctionne cette visualisation. D'ailleurs, nous la voyons ici pour les 10 années les plus récentes. Nous pourrions la voir pour toute la carrière de cette personne quand elle a commencé à publier. Nous allons nous concentrer sur les 10 dernières années pour apprendre à lire ce BIMplot. Les petits points que nous voyons sont des articles qui sont organisés par année de publication. On a une ligne par année. Par exemple, en 2020, elle a publié tous ces petits points. D'ailleurs, là, il y en a plus de 1, il y en a 2, puisque j'ai mis mon petite souris dessus, il y en a 2. Et en bas aussi, ici, je vois qu'il y en a 2. Donc, organisé par année, je vais comparer toujours des documents publiés la même année. Et ici, j'ai une autre échelle qui s'appelle Citation Percentile, percentile de citation. Et mes petits points sont à différents endroits de cette échelle parce que pour chacune de ces publications de cette personne, j'ai comparé chacun de ces documents avec
les documents dans le monde qui ont été publiés dans la même année, dans la même discipline et avec le même type de document. Et si je compare ce document avec tous les autres similaires, je vois que ce document a un percentile de 73, c'est-à-dire qu'il est dans la gamme haute des nombres de citations. Ça va de 0 à 100. 100 est le maximum, le plus grand nombre de citations. Et ici, on va dire une belle performance puisqu'on est à 73% de citations. Donc, ça permet de voir la performance du document, performance citationnelle par rapport à des documents similaires. Et vous voyez ici, dans l'année 2014, elle a publié 3 documents avec des performances très variables, de 15 à 73. Et en 2020, également des performances très variables, de 0 à 92 percentiles. On en a sur toute la gamme ici. D'ailleurs, j'en profite pour ajouter 2 informations supplémentaires. Nous excluons toujours de cette visualisation les 2 années les plus récentes. Pourquoi? C'est beaucoup trop tôt pour faire une quelconque analyse. Nous avons besoin de 1 à 2 années avant de commencer à voir les citations s'accumuler et pouvoir commencer à les interpréter. C'est beaucoup trop dangereux de le faire tout de suite. Là maintenant, il faut attendre un petit peu. Donc, Citation Percentile, c'est un indicateur qui vient d'une autre base de données qui s'appelle Insights et cette information est actualisée tous les mois. Alors, nous avons les petits points. Qu'est-ce que c'est que les ronds verts? Les ronds verts, c'est la médiane de chaque ligne. C'est-à-dire qu'il y en a 50% au-dessus et 50% au-dessous. Ce n'est pas la moyenne, c'est différent, c'est la médiane. Par exemple, ici, vous voyez, la médiane, elle n'est pas au milieu, c'est pas la moyenne, elle est ici au milieu, elle est ici bon, la médiane, c'est-à-dire qu'il y a un point en dessous et un point au-dessus. Quand il y en a 4, par exemple, tiens, là il y en a 6 dans cette ligne-là. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. La médiane est au milieu, il y a 3 points au-dessus et 3 points au-dessous. C'est la différence, c'est une médiane mathématique. Ce n'est pas une moyenne, c'est différent. C'est un calcul mathématique. Et la ligne grise, c'est la médiane générale de tous les ronds verts en fait. Et donc si on analyse tout ce que je vois ici, la médiane générale est de 58, ce qui est un bon chiffre en fait. Donc on voit pour cette personne la performance citationnelle de toutes ces publications individuellement par année. Et d'ailleurs, elle a tendance, j'ai l'impression qu'elle a tendance, ces 2 dernières années, elle a eu tendance à augmenter. Vous voyez ici, les médianes sont un petit peu plus hautes. Et aussi pour la totalité de toutes ces publications. Donc là, je vous ai expliqué comment ça marche, mais vous avez une petite aide ici en dessous, comment lire un BIMplot. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Et vous avez également ici à nouveau un petit paragraphe. Donc c'est beaucoup plus parlant cette visualisation qu'un chiffre 80 publications, un indice H de combien il est 18. Ça ne me dit pas grand-chose. Là, je vois vraiment tous les arbres derrière la forêt, tous les arbres de la forêt derrière un chiffre, 18 par exemple. Là, je vois vraiment avec plus de précision. Prenez en compte que cette visualisation est dynamique. Le percentile est recalculé tous les mois. Donc au fur et à mesure que tous les documents du monde continuent à accumuler des citations, peut-être que Laila Mandi va sortir du lot et on va voir qu'elle en a de plus en plus par rapport aux autres, ou inversement, elle peut avoir un document ou un autre qui n'ont pas une bonne performance si on compare à tous les autres documents. Donc c'est vivant et chaque mois c'est mis à jour. Donc voilà tout ce que je voulais vous montrer derrière ce tableau de bord qui est ici et qu'on peut lire très facilement. Donc il y a des choses qu'on voit directement ici, mais il y a des choses qui sont cachées derrière le tableau de bord, notamment le BIMplot. Et là, ce que je ne vous ai pas montré, je le refais, je rouvre
son profil View Public Profile. Cette information provient de Publons, une plateforme qui est gratuite et publique, alors que Web of Science n'est pas une plateforme publique et gratuite. Vous y avez accès puisque vous avez une licence nationale. Donc après la lecture de ce profil, ce que nous allons faire maintenant, c'est apprendre, je vais vous apprendre à créer votre propre profil. Par où est-ce qu'il faut commencer, comment ça marche, et nous allons avoir différents cas de figure. Peut-être que vous avez déjà un compte, que vous avez déjà réclamé le fait que vous soyez auteur de certains documents, ou peut-être que vous n'avez encore rien fait du tout. Donc on va essayer de couvrir un petit peu tous les cas de figure. Alors la première chose que vous devez savoir, c'est que pour faire toutes ces actions, il est indispensable toujours d'avoir fait le sign-in, d'être identifié. Je reviens ici, vous voyez que je suis identifié. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici. Voilà. Donc, elle a déjà ici vérifié ce registre, ce profil d'auteur. Je vais ouvrir maintenant le second et on va imaginer que je commence de zéro. Je suis Laila Mandy, ce n'est pas vrai, je suis en train de mentir, mais on va imaginer que je suis Laila et je veux réclamer ces 6 publications ou bien pas les 6. Peut-être qu'il y en a une qui n'est pas à moi. Je veux réclamer 5 publications dans ce cas-là. Et dire voilà, je suis l'auteur de ces publications et je veux qu'elles apparaissent dans mon profil avec un petit logo vert. Comment dois-je procéder? D'abord, je m'identifie et ensuite, si je suis l'auteur, je vais cliquer sur ce bouton qui me demande de vérifier est-ce que vous avez un profil Publons, etc. Est-ce que vous êtes bien identifié? Et ensuite, je procède. Je vais m'arrêter là puisque je ne suis pas Laila. C'est juste pour vous montrer comment ça marche. À partir de là, donc je reviens à ma présentation, Web of Science va vous amener à une autre plateforme qui s'appelle Publons. Cette plateforme publique où avant nous avions nos profils, ils y sont toujours, mais bientôt ils vont être tous dans Web of Science. Et donc nous avons pour l'instant les profils à 2 endroits différents. Publons.com, c'est une plateforme pour laquelle je vais m'identifier en utilisant le même compte que Web of Science et où je vais voir si j'ai un profil ou pas dans Publons. Donc il faut d'abord que je vérifie si j'ai un profil. Comment savoir si j'ai un profil dans Publons? Eh bien je vais y aller. Alors je vais fermer tout ça. Alors ça c'est la page de début. Je peux aller à Browse Researchers et par exemple je vais chercher mon nom. Cette fois, je vais chercher mon vrai nom, comme ça vous verrez. Voilà. Alors, quand je cherche mon nom, je vois qu'il y a 2 profils. Et ensuite, c'est des noms qui se ressemblent un petit peu, mais ce n'est pas tout à fait ça. Et je sais que celui-là, c'est mon profil à moi, et l'autre, je ne sais pas très bien. Mais au moins, je sais que j'ai un profil. Donc, si j'ai un profil, ça veut dire que j'ai un compte. Ok? Donc, c'est une manière de savoir si vous avez un compte ou un profil. Et pour mon compte, je vais utiliser, donc je reviens en arrière, je vais utiliser, je rappelle, quand on a créé un compte pour Web of Science, on l'a appris sur le module A, on va utiliser ce compte pour tous les outils de notre entreprise Clarivate. Donc c'est un compte, un unique compte, email et mot de passe pour tous les outils. Et donc c'est ce que je vais utiliser pour Publons. Quand je crée ce profil, je vais voir les publications apparaître dans un endroit qui s'appelle Private Dashboard. C'est un endroit qui n'est pas public, qui est un endroit privé où chacun fait sa petite opération de configuration et de confirmation des publications. Donc je vais vous montrer le mien puisque on ne peut montrer que le sien propre, on ne peut pas montrer celui des autres. Je clique sur la petite roue, Private Dashboard. Voilà.
Et il y a une petite section qui s'appelle Publications. Et dans Publications, attention, je ne vais pas regarder ce qui est là, c'est différent. Je dois aller click here to see data sent to Web of Science. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et c'est dans cet endroit-là que je vois, alors dans mon cas, pour Anne Delgado, on me proposait un profil avec énormément de publications et elle n'était pas de moi, je le savais. Donc ce que j'ai fait dans ce tableau, vous voyez tout ce que j'ai annulé, hein, je n'ai gardé que celles avec, j'ai décidé ici, clic vert, claimed, et les autres, je les ai rejetées. Je n'ai gardé que les miennes puisque je les connais. Et donc vous voyez ici, là où il y a un petit signal vert, c'est un document à moi et les autres, c'est une autre Anne Delgado, ce n'est pas moi. Donc c'est comme ça que j'ai créé mon profil avec mes publications. Si je me trompe, nous sommes des humains, nous pouvons nous tromper. Je peux à n'importe quel moment revenir en arrière et faire un reject pour quelque chose que j'ai réclamé de manière erronée, ou bien je peux faire un claim, je réclame ici quelque chose qui est à moi et que j'avais mis avec une croix rouge et c'était une erreur. Donc je peux rectifier à n'importe quel moment. D'ailleurs, si je déclique ici, vous ne verrez plus que celles qui ont un petit tic vert. Voilà, ce sont mes publications. Mais au départ, l'algorithme m'en avait proposé beaucoup plus puisque c'est un nom très très courant. Donc voilà les étapes à suivre pour créer. Une fois que vous avez mis à jour ce tableau, voilà, donc c'est ce que je vous montrais ici. Ce que vous avez réclamé ici apparaîtra dans le profil, donc il reviendra sur ce profil-là, donc il apparaîtra dans le profil ici, et il apparaîtra également, donc c'est ce qu'a fait Laïla pour obtenir ce profil ici. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que je vais doucement et que je l'enregistre. Pour l'instant, cette opération est un petit peu compliquée parce qu'on doit commencer du côté de Web of Science. On nous envoie à Publons et quand on a fini dans Publons, l'information revient dans Web of Science. Donc, ça prête à confusion. Les personnes se demandent mais par où dois-je commencer? Donc, c'est pour cette raison que j'ai créé un workflow qui explique dans quel sens faire les choses. Et avant de faire le workflow, je vais vous montrer ici comment actualiser. Donc, Leïla a déjà un profil ici. Elle est active, elle continue à publier et elle doit mettre à jour son profil. Comment peut-elle mettre à jour son profil pour que ses publications continuent à s'accumuler? Différentes options. La première, quand elle voit, alors là je vais aller dans la présentation, ce sera plus simple. Quand elle voit dans Web of Science un nouveau de ses documents qui apparaît, elle a l'option, option 1, le document est là, je suis l'auteur, je l'ouvre, je fais Export et Add to my Publons profile. En l'ajoutant à mon profil Publon, je l'ajouterai également à mon profil Web of Science. Donc c'est la manière la plus simple, au fur et à mesure que les documents publiés sont indexés dans Web of Science, apparaissent dans Web of Science, je vais les réclamer de cette manière-là pour les incorporer à mon profil Publons et donc également à mon profil Web of Science. Deuxième possibilité, nous avons vu ici qu'elle en avait 6 peut-être qui sont à elle. Alors je reviens ici en arrière. J'ai l'impression que ces 6 documents, ou au moins certains d'entre eux, appartiennent à la même Laïla. Si c'est le cas et que je suis Laïla, je vais cliquer sur ce bouton-là, je vais réclamer ce qui est à moi, et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Quelques jours après, donc instantanément ils vont apparaître dans Publons, et quelques jours après, ce qui va se passer, c'est que ce deuxième profil va disparaître, et les 6 documents vont être incorporés ici dans un profil unique, 78 plus 6 égale 84, si je ne me trompe pas. Et c'est comme ça qu'elle peut, plutôt que un par un, actualiser son profil et avoir tout derrière un seul profil. Donc en réclamant le deuxième,
après s'être toujours identifiée, elle réussira en fait à les fusionner en un seul qui sera mis à jour. Alors, je reviens depuis le début, maintenant avec ce diagramme de flux. Si vous êtes totalement débutant, la première chose que vous devez faire, c'est commencer par ici. Est-ce que vous avez déjà un profil dans Publons? C'est la première chose que vous devez regarder. Ai-je un profil dans Publons? Oui, non. Si j'ai un profil dans Publons, quel est mon compte? Quel est l'email que j'ai utilisé? Quel est le mot de passe? Et est-ce que j'ai un compte ou est-ce que j'ai deux comptes? Beaucoup de personnes ne se sont pas rendues compte et elles ont deux profils dans Publons. Et dans ce cas-là, il faut en garder un et éliminer l'autre. Et ce n'est pas une opération que vous pouvez faire de manière manuelle, il faut le demander à l'équipe de Publons. Je vous montre où est-ce que ça se passe. Alors, je dois revenir à Publons. Je dois revenir à mon profil privé dans Private Dashboard. Et tout en bas, j'ai Account dans Settings. Et j'ai un onglet qui s'appelle Delete Account. Vous écrivez le motif et ensuite vous cliquez sur ce bouton-là. Ce n'est pas une opération immédiate, c'est une requête. Cette requête va arriver à notre équipe technique qui va vous contacter pour vérifier que vous êtes bien sûr que vous voulez l'éliminer, parce que sinon c'est trop tard après. Donc elle va vous contacter en vous demandant est-ce que vous êtes sûr que vous voulez éliminer ce profil, ou bien vous pouvez dire j'aimerais fusionner ce profil avec un autre. Dans ce cas-là, vous contactez directement l'email de Web of Science. Donc voilà comment vous pouvez faire. Je reviens à mon workflow. Ensuite, quand vous avez bien identifié votre profil dans Publons, vous avez bien votre compte, vous connaissez tout, à ce moment-là, avec ce même compte, vous allez dans Web of Science, vous vous identifiez et vous regardez, vous cherchez votre nom, vous regardez si vous avez un ou deux registres avec votre nom qui correspondraient à vos publications. Si vous en avez plusieurs qui ne sont pas réclamés, je vous encourage à les réclamer, tous ceux qui sont à vous, à faire le tri. Même s'il y a des documents qui ne sont pas à vous, vous allez dire, ben voilà, là j'ai un cluster, un groupe de 6 papers. Il y en a 5 qui sont à moi et un autre qui n'est pas à moi. Je vais réclamer les 6 et ensuite il va me dire, vous êtes sûr que vous voulez les 6? Non, je veux que 5. Ok, celui-là j'en veux pas. Et à partir de là, vous allez petit à petit créer votre profil d'auteur en réclamant tous les clusters qui se présentent à vous. Et cette opération est une opération qu'il faudra renouveler, on va dire au moins une fois par an, peut-être 2 fois par an, puisque au fur et à mesure que des nouveaux documents vont apparaître dans Web of Science, et là je reviens en arrière, ah non, je reviens ici. Donc c'est le cas pour Leila, il y a des documents, ils ne vont pas rentrer directement ici, vos nouveaux documents. Ils vont apparaître dans un deuxième profil. Il faudra toujours aller les chercher dans ce deuxième profil pour aller les inclure dans celui-là. Donc voilà comment ça se passe. Ce n'est pas un processus simple et direct pour l'instant, parce que nous avons encore l'information qui provient de Publons. Mais cela va se simplifier, donc vous aurez certainement besoin de réécouter cette formation et de resuivre mon matériel pour pouvoir le faire si vous ne l'avez jamais fait. C'est compliqué pour nous, formateurs, et c'est aussi compliqué pour vous, on prend un certain temps pour l'expliquer, donc ne vous inquiétez pas, prenez votre temps, réécoutez, suivez le matériel pour le faire, et si vous avez besoin de quelque chose, contactez notre équipe technique. J'aimerais rajouter que, au-delà du propre chercheur, des tierces personnes peuvent aussi nous aider dans les bibliothèques, dans l'administration de notre institution. Elles peuvent aussi solliciter des corrections. Après s'être identifié, il faut toujours s'être identifié.
Dans le cas de un profil non réclamé, elles ont ici un petit bouton en haut à droite qui s'appelle Remove Publications et cette personne atterrit sur un formulaire qui est différent. Pour les tierces personnes, c'est différent. Je dois donc faire le tri des documents, quels sont ceux qui appartiennent à cette personne, ceux qui n'appartiennent pas à cette personne. Je dois dire qui je suis, pour quelle institution je travaille et si cette personne n'a absolument fait aucun travail sur son profil, nous verrons un petit signal violet qui est différent du signal vert en disant voilà, le chercheur n'a rien fait, mais une tierce personne s'est occupée de faire le ménage et donc nous voyons ici que ce n'est plus le fruit d'un algorithme, quelqu'un a fait des corrections. Si cette personne a déjà un profil réclamé, donc avec le petit signal vert, cette personne n'aura pas d'autre option, ici en cliquant How do I correct this record, comment est-ce que je corrige, que d'envoyer un courrier à cette boîte mail en disant voilà, j'ai vu une erreur dans ce profil, je travaille pour telle institution et j'aimerais que le profil de cette chercheuse soit corrigé. Les personnes vérifieront, l'équipe technique, et feront les corrections si elles sont parfaitement justifiées. Vous avez également une option ici, les auteurs et les tierces personnes, quand vous avez beaucoup de profils qui apparaissent. Donc là, ce que je vais faire, c'est un petit peu différent. Je vais utiliser un autre exemple, un nom très très courant d'un de mes collègues, Garcia Miguel. Il y a énormément, il nous a dit qu'il y avait énormément de personnes avec ce même nom. Et j'obtiens 80 résultats. C'est énorme. Donc il y a, vous voyez, énormément de Garcia Miguel dans le monde. Certains, pas mal, qui ont réclamé leur profil et d'autres qui sont complètement à l'abandon. Alors, j'ai l'option ici de combiner des registres. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Miguel Angel, Pérez Garcia, Garcia. Je vais essayer d'en prendre deux qui ont l'air d'être pareils. Eh bien, Miguel Pérez. Alors, je vais essayer. Allez, on va prendre ces deux-là. Et ça peut être 3, 4. Je peux les sélectionner. Voilà. Ils sont de la même institution. Peut-être que c'est la même personne. In Therapy, etc. Non, pas sûr. Bon, imaginons. Je veux regarder pas un et deux profils. Je veux les voir ensemble. 75 plus 53. Donc, j'ai sélectionné ces deux-là. Et je peux les voir la combinaison de ces deux profils. Mais je ne pourrais rien faire, c'est juste pour le voir. Personnellement, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Parce que je suis bloquée, je ne peux pas trop agir dessus. Je préfère les voir séparément, mais que vous sachiez que vous avez la possibilité de le faire si dans votre cas, c'est très clair dans votre tête et c'est la même personne. Donc je reviens en arrière. Et si je veux combiner ces deux registres et les fusionner, cette fois-ci, c'est pas uniquement les regarder, c'est les fusionner pour n'en faire qu'un. J'ai un bouton ici qui s'appelle Merge Records. Merge veut dire fusionner. Ce bouton n'est actif que quand j'ai des profils non réclamés. Je ne peux pas agir sur quelque chose que l'auteur a déjà réclamé. C'est bloqué. Si cette personne s'en occupe, elle s'en occupe. Je n'y touche pas. Je peux uniquement agir comme tierce personne. Allez, on va prendre un autre Garcia Miguel, sur des registres qui ne sont pas réclamés. Donc j'en prends deux, Garcia Miguel, et à ce moment-là, je peux faire Merge Records. Attention, là, je demande à ce que les deux soient fusionnés. Je dois faire une sélection des publications, le ménage, je dois m'identifier. Et c'est la seule manière de le faire si je suis une tierce personne. Ok? Si je suis la propre personne, eh bien, je vais faire comme pour Laila. Je reviens, je réclame le deuxième. Donc là, je recherche Mandy Laila. Non. Clear. Si je suis la propre personne, c'est beaucoup plus simple. Laila, voilà.
que j'en obtienne 2, 3 ou 4, tout ce qui n'est pas réclamé et dont je pense que c'est à moi, parce que j'ai regardé les documents et ils sont à moi, je vais le réclamer. Le réclamer pour le fusionner avec celui qui existe déjà. Voilà comment mettre à jour, procéder, si vous êtes l'auteur ou si vous êtes une tierce personne qui veut aider ces chercheurs. Toutes les demandes de correction que nous recevons des auteurs, des bibliothécaires, des administrateurs, rentrent dans notre algorithme, sont prises en compte et donc plus on a de demandes de correction, mieux notre algorithme fonctionne. Et ça fait maintenant 2 ans qu'on a cet algorithme en place et donc il est de mieux en mieux puisque nous avons reçu de bonnes corrections. Et toutes ces corrections, nous les prenons en compte et donc ça fonctionne de mieux en mieux, les propositions sont meilleures. Alors je vous disais qu'aujourd'hui c'est compliqué parce que les profils sont à 2 endroits différents. Cela va changer au cours de l'année 2022. Publons, la plateforme va disparaître puisqu'en fait toute l'information qu'on a de Publons est déjà dans Web of Science. Et nous allons continuer à travailler avec une unique plateforme et donc ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà ce qui va arriver. Aujourd'hui, la situation c'est que un profil de chercheur vérifié par le propre auteur existe à 2 endroits différents. Publons, et maintenant nous avons fini de copier toute cette information Web of Science. Et ça continue d'être synchronisé. Ça continue à marcher. Et nous avons des algorithmes ici, des registres d'auteurs pour lesquels personne n'a rien fait. Dans le futur, nous n'aurons plus qu'un seul profil, le profil déjà que vous voyez dans Web of Science, avec toute l'information qui provient de Publons. Et donc, ce sera beaucoup plus facile de faire tout ça dans une même plateforme. Donc, nous aurons uniquement Web of Science, Publons n'existera plus, des profils de chercheurs, où le chercheur a vérifié, et les deuxièmes types, ce ne sera pas des profils de chercheurs, on les appelle des registres d'auteurs. Donc c'est un algorithme qui a créé un registre d'auteurs et pour l'instant, nous n'avons aucune confirmation. La question fréquente que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que ça vaut la peine de faire quelque chose dans Publons si Publons va disparaître? La réponse est oui, sans aucun doute, puisque la Publons existe encore. Donc vous n'avez pas d'autre choix pour avoir un profil dans Web of Science que de le faire dans Publons. La synchronisation continue à avoir lieu. Tout ce que vous faites dans Publons apparaît dans Web of Science. Et quand nous serons prêts, dans le courant de l'année 2022, à nous défaire de Publons, nous informerons tout le monde d'une date butoir en disant à partir de telle date, nous allons faire disparaître Publons et tout ce que vous avez ici sera ici et donc vous continuerez à faire le même travail dans Web of Science et nous vous expliquerons comment le faire. Ce sera différent bien entendu, mais à ce moment-là nous ferons d'autres formations pour vous expliquer comment ça va fonctionner. Tout ce que je peux faire à l'heure actuelle, je pourrais le faire dans le futur, mais ce sera différent. Ce sera dans Web of Science et ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc voilà pour cette formation, quelques ressources supplémentaires. Nous avons une académie Web of Science dans laquelle vous avez des formations gratuites. Donc ici, ce sont des liens, un lien vers la Web of Science Academy. Les formations sont en anglais. C'est des e-learning en fait. Des e-learning que vous pouvez faire à votre rythme, soit les uns après les autres, soit le même e-learning, vous pouvez le faire en différents chapitres quand vous avez le temps. Et quand vous avez fini, vous avez un certificat pour ce que vous avez fait. Donc c'est très utile parce que vous pouvez le faire de chez vous et à votre propre rythme. Et ce n'est pas en relation avec Web of Science, c'est en relation avec la recherche, les révisions en fait, formées pour faire des bonnes révisions de manuscrits. Et quand vous faites du travail de révision, vous avez également parfois des petites distinctions qui apparaissent dans votre profil. Ce ne sont pas des distinctions que vous pouvez ajouter, ce sont des distinctions que nous ajoutons en fonction de votre travail. Là où nous voyons que vous avez un mentor, quelqu'un qui sert de mentor pour des jeunes personnes qui veulent apprendre à faire des révisions,
qui fait des révisions ici et qui a reçu un feedback, un retour d'expérience excellent. Les gens ont dit la révision qu'elle a fait est un travail excellent, donc on rajoute une petite étoile. Et là, c'est des personnes qui en font beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce module C. Nous avons maintenant 30 minutes supplémentaires pour vos questions.